Bonjour, bienvenue dans Poire et Cahuètes, le podcast de Slate.fr dédié à l'actualité des idées. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef de Slate, et j'anime ce podcast comme toujours avec Jean-Laurent Casselli, journaliste et essayiste. Salut Jean-Laurent. Salut Hélène. Dans cet épisode, on va discuter de notre rapport aux animaux, ou plutôt à la souffrance animale, et de comment il a évolué sur la période récente. Il y a quelques jours, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi contre la maltraitance animale. Les députés se sont prononcés contre la présence des animaux dans les cirques, les delphinariums, sur les plateaux télé, contre les élevages à destination de fourrure, pour l'interdiction des ventes de chiens et de chats en animalerie. Des mesures qui ne vont pas assez loin pour la plupart des défenseurs des animaux, mais pour ceux qui ont grandi dans les années 90 avec le parc Astérix et des chiens mignons dans les vitrines, ça marque déjà un sacré changement d'époque. Et cette proposition de loi, c'est loin d'être le seul élément qui indique que nous sommes de plus en plus sensibles au sort des animaux. Oui, comme tu l'as dit Hélène, l'époque a bien changé. Des termes comme véganisme, antispécisme ont effectué une entrée remarquée ces dernières années dans les discussions des Français. Le sujet des animaux et de leur place à nos côtés était plutôt consensuel jusqu'à peu, et puis on l'a vu devenir de plus en plus politique, de plus en plus clivant. Et il faut dire que la radicalité des militants animalistes, l'aspect spectaculaire de leurs actions coup de poing, faites pour les reprises médias et pour choquer l'opinion, ont renforcé ce caractère passionnel. Et pour discuter de ces sujets, on accueille dans cet épisode de Poire et Cahuètes Ariane Nicolas. Ariane Nicolas est journaliste à Philosophie Magazine et elle est autrice de l'essai L'imposture antispéciste, c'est paru l'année dernière en 2020 chez Desclés de Brouwer. Salut Ariane. Salut. Alors, le titre de ton livre est plus radical que son contenu. Il nous offre en tout cas une bonne occasion de faire un petit point de vocabulaire sur ces termes spécistes, antispécistes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi ça renvoie ? Oui, effectivement, le mot antispécisme, il existe depuis des années dans les cercles militants, mais c'est sans doute avec le livre Antispéciste d'Émeric Caron, donc journaliste qu'on a vu notamment chez Ruquier, livre sorti en 2016, que ce terme a gagné en notoriété. L'antispécisme est une idéologie politique qui estime que le critère de l'espèce n'est pas pertinent pour justifier des traitements différents entre les humains et les animaux sensibles. L'antispécisme milite pour la fin de l'exploitation animale sous toutes ses formes. Ça veut dire par exemple que la viande, mais aussi les produits laitiers, le cuir et également l'équitation, la laine, tout cela devrait être interdit. Et du coup, Ariane, est-ce que tu peux nous expliquer la différence avec le véganisme ? Parce que je pense que pour beaucoup de gens, ça ne va pas de soi. En fait, c'est assez proche, mais l'antispécisme, on va dire qu'il se bat pour généraliser le mode de vie vegan, donc c'est vraiment un combat militant, tandis que le véganisme est une pratique plus personnelle qu'on pourrait rattacher philosophiquement au perfectionnisme moral, c'est-à-dire l'idée d'avoir un travail sur soi et de s'améliorer moralement, en tout cas prétendument. Et du coup, s'il y a des antispécistes, il y a des spécistes. Mais c'est ce qu'il faut croire, dans la mesure où les théoriciens antispécistes ont inventé d'abord le terme de spécisme comme un jeu de miroir. Et ce terme, donc de spécisme, vise à accuser tous les humains qui ne seraient pas véganes d'être des oppresseurs des animaux et d'exercer sur eux une domination qu'ils jugent illégitime. C'est un terme qui a été créé en référence au racisme, c'est ça ? Exactement. En fait, ils ont vraiment choisi cette consonance pour s'inscrire dans une forme de lutte qu'on pourrait dire aujourd'hui intersectionnelle, même si à l'époque, ça n'était pas exactement comme ça que c'était conceptualisé, mais en tout cas, sexisme, racisme et spécisme sont pour eux les mêmes symptômes en fait. La première fois où je suis rentré dans un abattoir, t'en reçois pas indemne quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Sinon, t'es pas honnête. T'es pas honnête envers eux et envers tout. L'antispécisme, c'est vraiment c'est une guerre, quoi. Nous sommes en guerre. On vient d'écouter un extrait du documentaire Génération Brute, l'épisode consacré aux véganes. On y entend de jeunes activistes militants pour la cause des animaux qui se sont rendus dans un abattoir. Ariane, il me semble que cette question des abattoirs, c'est une des principales qui a mis au cœur du débat public la question de la souffrance animale et qui a démocratisé un petit peu ces enjeux-là. Bien sûr, avant, les mouvements militants existaient déjà, et ils étaient d'ailleurs assez radicaux. Pour un historique de ces mouvements-là, je vous renvoie à la lecture d'un livre très intéressant, Animal radical, histoire et sociologie de l'antispécisme. C'était signé Jérôme Segal chez Lux Éditeur et il y expliquait que en fait l'antispécisme
l'antispécisme est né dans des milieux anarchistes, socialistes, très très ancrés politiquement, qui étaient en opposition à une norme et qui avaient une radicalité très forte. Là, aujourd'hui, la question des abattoirs, s'indigner ou être sensible au sort des animaux, c'est devenu beaucoup plus grand public. Et une association comme L214 a, semble-t-il, joué un rôle important avec ces vidéos chocs qu'on a vu relayées dans les médias à partir des années 2010 à peu près, pour sensibiliser l'opinion publique. Oui, effectivement. Après, il faut savoir que L214 s'inscrit dans une tradition militante qui remonte déjà au moins aux années 70, puisque dans le livre La libération animale, qui est un petit peu la Bible des antispécistes, le livre de Peter Singer, qui est philosophe, il y a déjà énormément de choses sur les abattoirs, avec notamment des analogies, des parallèles qui sont faits avec l'industrie de la mort qu'avait été la Shoah. Quand on lit la littérature antispéciste, cette question des abattoirs, elle est vraiment centrale. Il faut savoir que les antispécistes parlent, par exemple, de meurtre alimentaire, donc pour eux, c'est vraiment tout à fait illégitime de tuer les animaux. Et de fait, même si les abattoirs ont fait des progrès ces dernières années, notamment grâce à des associations comme L214, il reste beaucoup d'abus et des choses intolérables quand même dont on peut comprendre vraiment cette colère. Moi, je verrais trois autres facteurs, disons, pour expliquer le succès croissant de la cause animale. D'abord, quelque chose en fait qui vient du domaine scientifique, c'est-à-dire qu'on comprend mieux les animaux, on comprend mieux la conscience animale, leur intériorité, donc leur souffrance paraît évidemment un peu plus importante à nos yeux. Ensuite, il y a, d'une manière générale, dans nos sociétés, en tout cas occidentales, l'accroissement de notre sensibilité, ce qu'on peut appeler, ce que Elisabeth de Fontenay appelle l'instance pathocentriste, c'est-à-dire que il faut faire vraiment de plus en plus attention aux autres et les animaux n'y font pas exception. Et enfin, il y a quelque chose, on va dire, de plus technique, c'est-à-dire qu'il y a le rôle des images et surtout des réseaux sociaux qui font que de plus en plus de personnes se mobilisent. D'ailleurs, ce qui est paradoxal, c'est que dans le projet de loi qu'Hélène a mentionné, il n'est question ni d'élevage ni de chasse, sachant que ce sont vraiment les deux gros sujets qui sont les plus importants pour les associations et les militants. D'ailleurs, dans un article de Libération, un membre de la majorité parlementaire expliquait que s'il n'y avait rien sur la chasse et l'élevage, c'est que sinon on leur avait annoncé une guerre civile. D'ailleurs, c'est regrettable, parce que si on se place dans une perspective utilitariste, c'est-à-dire que si on défend l'interdiction absolue de toute souffrance animale, l'essentiel n'est vraiment pas au rendez-vous. Les animaux d'élevage sont beaucoup plus nombreux que les animaux de cirque ou d'animalerie ou ceux qu'on élève pour leur fourrure, notamment en France, puisque c'est un marché qui est vraiment très très faible. Donc en fait, on peut dire que le cœur du problème a été évité sans doute pour garantir une forme de paix civile. Cette raideur ou cette réticence pose deux questions justement sur ce moment animaliste. D'abord, c'est celle de l'instrumentalisation politique de la cause animale. Je me demande si on ne peut pas parler à ce titre de animal washing, comme on le fait pour le pink ou le greenwashing avec l'écologie ou le féminisme, puisque la République En Marche a fait adopter cette loi, mais des gens comme Christophe Castaner, après, viennent en faire le service après-vente, et on a un peu l'impression qu'ils s'achètent, pardonnez-moi, mais une bonne conscience à pas cher, puisque défendre les animaux, c'est un sujet qui est très consensuel, mis à part au sein notamment des professionnels qui peuvent avoir des difficultés pour s'adapter. Castaner qui disait « oui, c'est un coup de grâce, et j'en suis fière à propos des animaleries ». Et puis plus globalement, je me demande si le fait que ça devienne un sujet politique à part entière, puisqu'on voit qu'il y a le parti animaliste qui a fait plus que le PCF aux dernières élections, il y a un code animal, il y a maintenant des filières juridiques à la faculté, notamment à Aix-en-Provence. Est-ce que c'est pas le symbole du fait que le reste, en fait, des sujets politiques vraiment très lourds, ils sont un peu bloqués? Est-ce que c'est pas there is no alternative? Et puis, la cause animale, finalement, en fait, c'est un des leviers qui permettent d'agir, notamment parce que il y a des changements qui peuvent être très concrets, et puis, en fait, ce sont des changements qu'on peut amener par nos propres comportements personnels. Si on change notre quotidien, on a l'impression qu'on peut changer le monde. Et je pense aussi que c'est une veine militante qui donne, en fait, beaucoup d'espoir aux gens, puisqu'il y a une promesse derrière de nouveautés. D'ailleurs, ce que tu dis, Ariane, me fait penser à une note qui a été écrite par Jérôme Fourquet et Sylvain Monternac sur le vote animaliste aux européennes de 2019. Et en fait, ce qui était assez surprenant dans cette étude, c'est qu'on voyait que les électeurs du parti animaliste n'étaient pas vraiment ceux de l'écologie politique, dans le sens où ils n'étaient pas du tout dans les grandes villes, mais plutôt dans le grand périurbain, dans la périphérie, notamment d'Île-de-France. Et qu'en fait, pour caricaturer, on pourrait dire que c'était un vote, comme l'a dit Le Point, plus 30 millions d'amis que Greenpeace, avec, on imagine plutôt, des électeurs qui ont une maison individuelle, un jardin et un chien ou un chat, et qui sont sensibles à cette cause animale sur un plan peut-être plus individualiste ou plus personnel. Oui, tout à fait. Pour résumer, et pour citer toujours le fameux article du Point, le vote animaliste relève finalement plus de la France de Michel Houellebecq que de celle de Nicolas Hulot ou de José Bové. Il faut avoir une âme de poète pour être chasseur? Oh putain, c'est essentiel, ouais, putain. Oh, poète. Écoutez, là, ça c'est une mugilette des bois. Petit oiseau, là, c'est mon abecté, là, avec coucou, là, écoutez. Ah non, ça c'est un galoupio, ça. Je comprends un galoupio, tu rigoles ou quoi? Quand il coucoule pas, il craque la tête. Bah non, mais je te dis que c'est une musilette.
C'est un galoupio, la rigueur, une pisturelle des prés. Je t'ai dit que moi, c'est... Ah bah non, c'était Gérard. Ariane évoquait tout à l'heure la question de l'individualité, puisque une fois qu'on a pris en compte la souffrance animale, ça nous renvoie à nous en tant qu'êtres humains. Qu'est-ce qu'on fait au milieu de tout ça? Comment est-ce qu'on se comporte? Autant changer toute l'industrie agroalimentaire et le rôle des abattoirs, c'est quelque chose de très compliqué. Autant changer ce qu'il y a ce midi dans son assiette ou dans son frigo, ça nous paraît plus accessible. Et c'est peut-être comme ça qu'on en vient à la question du végétarisme ou du véganisme, par un comportement individuel, en se disant déjà, moi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux changer dans mes pratiques? On a l'impression des fois dans certains cercles que le végétarisme a pris beaucoup d'ampleur, que tout le monde est végétarien. Est-ce que c'est vraiment le cas? Jean-Laurent, il me semble que tu as collecté quelques chiffres sur la question. Alors oui, en effet, en 2017, l'Observatoire Société et Consommation, l'Obsoco, a réalisé une vaste enquête auprès de 4000 personnes âgées de 18 à 70 ans, en leur posant précisément des questions liées à leur alimentation. L'objectif de cette étude, c'était de mesurer précisément l'emballement autour des radicalités alimentaires et des alimentations alternatives, notamment dans les médias et chez les distributeurs, pour savoir si cet emballement donc était proportionnel à la réalité des pratiques. Résultat, un peu moins de 3% des consommateurs interrogés seulement se déclaraient végétariens. Un régime dont les pratiquantes, étaient plutôt des femmes relativement jeunes, diplômées et vivant dans la ville-centre d'une grande agglomération. Ensuite, le régime vegan concernait seulement 0,4% des Français, ce qui correspondrait à moins de 200 000 personnes, et le régime végétalien, quant à lui, était coché par 0,3% des répondants. À noter tout de même que 8% des Français interrogés se déclaraient alors flexitariens, en faisant de loin le premier groupe parmi les régimes alimentaires permanents. Alors ensuite, l'Institut a construit une petite typologie dans laquelle on trouve une minorité active de 7% de radicaux. Ces radicaux, ce sont des adeptes des régimes sans viande, des régimes détox et des jeûnes. Ils constituent le cœur des radicalités alimentaires émergentes et ils se reconnaissent dans une éthique de la pureté morale. Ils sont également des producteurs de normes, en quelque sorte des prosélytes qui peuvent entraîner avec eux une partie plus importante de la population. Et enfin, cette étude isolait tout de même un groupe de 62% d'adeptes du régime standard, qui sont des gens qui sont en fait omnivores et qui s'approvisionnent dans les circuits conventionnels. C'est un peu la majorité silencieuse des régimes alimentaires. Alors, Ariane Nicolas, est-ce qu'on devient végétarien avant tout pour se donner bonne conscience ou parce qu'on est vraiment sensible à la souffrance animale? C'est un peu les deux, mais il faut d'abord rappeler que des végétariens, il y en a toujours eu. Dès l'Antiquité, il y a des philosophes comme Pythagore notamment, qui défendent le régime végétarien pour des raisons qui sont à la fois éthiques mais aussi métaphysiques. Et c'est vrai que ce qu'on constate quand même depuis quelques années, c'est qu'il y a un nouveau public qui s'est entre guillemets converti au végétarisme ou au véganisme, des personnes qui sont plus jeunes, plus urbaines, cultivées, connectées et qui sont sincèrement inquiètes pour l'environnement, puisqu'on sait que l'agro-industrie et l'élevage singulièrement sont quand même responsables environ de 15% des gaz à effet de serre sur la planète. Il y a aussi un phénomène qui est propre aux réseaux sociaux, qu'on appelle le signalement vertueux ou le virtue signaling, qui fait qu'il y a une valorisation des comportements qui sont considérés comme plus justes, plus purs, qui sont meilleurs, et qui fait que certaines personnes ont envie de montrer cette conversion pour recueillir un certain nombre de suffrages et des likes, parce que dans son assiette, il y a beaucoup de légumes et plus du tout de viande. Pour caricaturer, en gros, vous avez d'un côté des personnalités comme Hugo Clément, qui est très impliqué dans ces questions-là, qui est un peu un gendre idéal, qui fait du yoga. Et de l'autre côté, vous avez une vieille France, Jean Dédé, moustachu, qui est bouché dans le Lot et qui incarne une France qui serait un petit peu rétrograde. En tout cas, c'est comme ça qu'ils se perçoivent. Et c'est des gens, le milieu paysan, puis tous les professionnels qui sont liés aux questions d'élevage, qui vivent vraiment une forme de violence symbolique contre cette nouvelle génération qui les accuse d'être des tortionnaires et parfois pire, des violeurs ou des meurtriers quand même. On voit qu'il y a vraiment une polarisation du débat qui explique aussi les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, qui explique que certains sujets n'ont pas été abordés dans la loi, mais ce qu'on constate en retour aussi, c'est qu'il y a quand même une majorité silencieuse qui se montre aussi solidaire de tout ce monde paysan, qu'on peut remarquer par exemple dans des succès au cinéma comme Au nom de la terre avec Guillaume Canet ou Petit paysan. Effectivement, Ariane, ce que tu nous dis, c'est que finalement, on assiste un peu à une sorte de guerre culturelle sur le terrain alimentaire, comme on l'a vu dans plein d'autres cas qu'on a pu d'ailleurs traiter dans ce podcast. Une minorité en fait activiste fait monter des sujets et en fait une sorte de majorité silencieuse qui s'était jamais vraiment questionnée doit se positionner et on en arrive à des discussions de repas de famille sur le véganisme et les abattoirs ou la boucherie, quoi. Oui, totalement. Et sur un sujet qu'on a peu évoqué, mais qui est la chasse, par exemple, c'est vraiment très singulier parce que
il y a peu de chasseurs en France, ils sont environ 1 million. C'est un phénomène qui est en décroissance depuis une quarantaine d'années, mais c'est des gens qui veulent absolument maintenir cette tradition, notamment parce que, selon eux, c'est une tradition, en fait, on le sait pas forcément, mais qui est héritée de la Révolution française et qui signale justement un principe d'égalité. Et aujourd'hui, il y a de la part des militants anti-chasse, il y a une remise en cause de cet acquis au nom justement de la souffrance animale et plus que ça, c'est-à-dire vraiment de comportements qui ne devraient pas être ceux des humains. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve en fait l'esprit premier des militants animalistes au 19e siècle, qui avait pour but, justement, plutôt que de faire attention aux animaux, de réformer les comportements humains, de faire en sorte qu'ils soient plus policés, qu'ils soient plus respectables, plus, entre guillemets, civilisés. Et en fait, aujourd'hui, on a ces deux discours à la fois de prise en compte des animaux en tant que tels, comme des individus, voire des personnes, et en même temps, une volonté vraiment de cadenasser les comportements. En fait, il y a des sortes de marqueurs sociaux qui se mettent à jour autour de ces questions-là et qui deviennent de plus en plus prégnants. Il me semble quand même que, par exemple, la question de la chasse, aujourd'hui, alors, elle est défendue par les chasseurs, mais j'ai pas de chiffres particuliers à citer, mais au sein du grand public, qu'on est quand même moins défenseur de cette pratique-là qu'on pouvait l'être il y a 30 ou 40 ans. Est-ce que ça, quand même, ça veut dire qu'il y a un glissement au sein de la société de pratiques qui nous sont acceptables ou pas, et donc que la cause animale a gagné du terrain? Il y a un miroir déformant quand même, parce que les militants sont très actifs et on les voit beaucoup sur les réseaux sociaux et dans les médias. Or, effectivement, il y a beaucoup de gens pour qui, même s'ils se déclarent plutôt contre la chasse, ne vont absolument pas se mobiliser pour empêcher les chasseurs de chasser. Et par ailleurs, sur la question de la chasse, il y a aussi des problèmes de terrain. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sangliers, par exemple. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Après, sur la question de l'avenir, par exemple, du parti animaliste, il me semble qu'il y a 2 niveaux. Il va y avoir sans doute une prise de plus en plus importante de ce parti dans les élections locales, puisque la question animale, notamment sur les animaux de compagnie, mais aussi les animaux qui nous entourent de manière générale, est une question locale. Donc, ce serait pas étonnant d'avoir des maires, par exemple, de villes, d'ici quelques années, qui soient issus du parti animaliste ou qui aient fait des alliances. En revanche, au niveau national, il me semble que s'il y a un clivage qui doit se faire sur des questions, on va dire, environnementales ou liées à la nature ou au vivant, il me semble plus probable et même plus raisonnable de faire vraiment quelque chose qui soit lié plus globalement aux questions écologiques, environnementales, de réchauffement climatique, plutôt que de centrer sur les questions animales qui sont un sous-problème de cet ensemble qui est plus vaste. Merci beaucoup Ariane Nicolas de nous avoir éclairé sur toutes ces questions. Je rappelle et je renvoie à la lecture de ton livre qui, une fois encore, est très instructif sur ces questions-là, L'imposture antispéciste. Merci. Et merci Jean-Laurent d'avoir quitté ton territoire marseillais pour venir enregistrer cet épisode dans nos locaux à Paris, 11e arrondissement. Oui, en plein 11e arrondissement, ce qui va me permettre d'aller tester un burger vegan juste à côté. Retrouvez Poire et Cacahuètes sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé Poire et Cacahuètes, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles et à en parler autour de vous.